Bonjour, c'est Anne-Christine de Chemin de Naissance et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Claude Didier-Jean Jouveau. Bonjour Claude. Bonjour. Alors Claude, je vais simplement vous présenter en disant que vous êtes auteur de différents ouvrages sur le maternage et l'allaitement et en particulier Le Cododo aux éditions Jouvence. Après, j'aurai plein d'autres manières de vous présenter, mais je pense que les jeunes femmes qui regardent cette vidéo vous connaissent déjà beaucoup. Voilà. Peut-être. On a eu en plus l'occasion déjà de discuter d'allaitement long. Oui. D'allaitement long, on avait fait 3 interviews. La première sur qu'est-ce que c'est que l'allaitement long, qu'est-ce qu'on appelle allaitement long. Le deuxième, l'impact sur la santé du bébé et de la maman. Et puis Mhm. le troisième sur la pression sociale que l'on peut avoir quand on mène cet allaitement long. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet avec vous qui est un sujet en général difficile pour les parents, c'est celui du sommeil. Souvent, les parents, ils disent bah, mon enfant, il ne dort pas. Voilà. Mhm. Et souvent un rythme qui est vraiment décalé par rapport à ce qu'on pouvait avoir, qui engendre fatigue, qui engendre voilà, beaucoup de choses, une espèce de débordement en fait. Euh, et dans ce rythme, dans cette problématique de sommeil, l'allaitement est souvent mis en cause. Voilà. On dit souvent, c'est l'allaitement qui empêche ton bébé de dormir, enfin voilà, il faut le passer au biberon, etc. Donc je voulais du coup discuter avec vous aujourd'hui de tout ça et essayer de remettre les choses en perspective, peut-être avec des données scientifiques aussi. Et ma première question concerne le rythme des bébés en fait. Est-ce qu'un bébé, ça a un rythme et si oui, quel est-il? Alors, un rythme sans doute, puisque effectivement, il y a des cycles de sommeil chez les bébés comme chez tout le monde. Par contre, effectivement, les cycles de sommeil à la naissance sont bien différents, en tous les cas en durée, par rapport au cycle d'un adulte, hein. À la naissance, les cycles durent autour de 45 minutes, alors que chez l'adulte, ils durent entre un peu plus d'une heure et demie. Donc en fait, c'est vrai que normalement, ça veut dire que le bébé passe effectivement en sommeil très léger, voire presque réveil, toutes les 45 minutes. Et effectivement, au départ, c'est pareil le jour et la nuit. Donc en fait, que le bébé se réveille souvent, ça n'a rien d'anormal. Et toutes les études qui ont été faites là-dessus montrent que tous les bébés, allaités ou pas, on y reviendra, se réveillent la nuit et puis le jour aussi, bien sûr. Mais bon, là, on parle de la nuit parce que c'est là que ça pose éventuellement problème aux parents. Ce qui Et est je gênant, confirme, pardon, oui, ce et qui est gênant, je c'est peut-être. confirme effectivement que c'est quelque chose qui préoccupe vraiment tout le monde. En tant qu'animatrice de la Leche League, ça fait des années que j'assiste, anime des réunions autour de l'allaitement, où le sujet des nuits vient sur le tapis à un moment ou à un autre de la réunion, pratiquement à chaque fois. Et c'est ce Ouais, décalage que vous expliquiez entre le rythme du bébé, de ouais. ces 90, non, de ces 45 minutes, et puis notre rythme à nous, qui est quasiment le double, et le fait qu'en fait, on est toujours réveillé quasiment en plein milieu de cycle. Alors, quand on allait, effectivement, ce qu'on remarque, c'est que souvent, le bébé et la mère se réveillent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se lever et puis faire la nouba, hein. Mais au niveau de leur cycle, effectivement, on observe une certaine synchronisation. Souvent, les mères disent ben, je viens de me réveiller, enfin, je venais de me réveiller et je me suis rendu compte que mon bébé aussi venait de se réveiller, ou l'inverse. Et il y a des études qui montrent effectivement que c'est bien le cas. Ok. Donc, Moi, je me ça aide. souviens de cette espèce de sixième sens où on se réveille, et puis 2 secondes après, le bébé, il pleure, et on se dit, mais c'est bizarre. Oui. C'est Ou assez. il ne pleure pas, hein, je veux dire, il n'est Non, pas obligé de pleurer non plus. non, non, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, Ouais. il appelle, voilà. Il est dans une phase de sommeil entre deux cycles où effectivement le réveil est très facile. Et effectivement, une des différences aussi entre le sommeil d'un bébé et le sommeil d'un adulte, c'est que justement, nous, bien sûr, on a aussi ces cycles, hein, même s'ils sont plus longs, il y a quand même ces périodes entre deux cycles où on pourrait se réveiller. Mais nous, bon,
on a appris d'une façon ou d'une autre à ne pas s'éveiller complètement et passer d'un cycle à un autre. Alors que le bébé, dans une phase comme ça, il se réveille facilement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il se réveille comme ça? Est-ce qu'on vient le rassurer? Est-ce qu'on le prend dans les bras? Est-ce qu'on l'allaite? Est-ce qu'on l'allaite pas? Qu'est-ce qu'il attend en fait dans ce moment-là? Ah, c'est sûr qu'il attend qu'on soit avec lui, hein, c'est sûr. Et bon, moi, j'ai écrit sur le cododo, donc je vais bien sûr parler du cododo. C'est sûr qu'à mon avis, c'est quand même plus facile et plus confortable pour tout le monde si au lieu de se réveiller, de se lever, d'aller dans la chambre à côté, de donner éventuellement le sein ou un biberon si on n'allait pas au bébé, et puis de le recoucher et de le rendormir, et puis de retourner dans son lit, et puis bon, voilà, etc., etc. Si le bébé est juste à côté de soi, qu'on le met au sein ou qu'on le laisse prendre le sein, parce qu'il peut, s'il est vraiment dans le même lit, il peut prendre le sein même sans qu'on lui donne le sein, Okay. et que bon, on ne se réveille pas complètement et le bébé non plus, on va se rendormir beaucoup plus facilement et à la fin de la nuit être dans un état a priori beaucoup plus agréable, disons. Ouais. Ok. Alors moi j'ai le souvenir dans mes allaitements d'avoir eu enfin, 2 allaitements où euh, j'étais dans les contraintes sociales qu'on évoquera tout à l'heure et je ne dormais pas avec mon enfant. Et donc, il Mhm. fallait en effet que je me lève, que j'allume, que j'y aille. Et en fait, j'ai l'impression que je perdais tout le bénéfice pour moi de l'allaitement. Et après un lâcher prise, du coup, il y a eu le cododo. Et c'est vrai que du coup, il n'y a plus toute cette fatigue en fait. Tout à fait différent. Oui. Pour Oui, la oui. maman, alors pour le bébé, je pense que c'est pareil, il y a des bénéfices dans les 2 cas. Mais c'est vrai que pour la maman, ça peut être rapidement très fatigant Bien d'avoir sûr, un allaitement où il faut se lever, où il faut allumer, où il faut changer de pièce. Voilà. Et ce maternage proximal, finalement, il y a quand même des piliers qui vont ensemble et ouais. c'est difficile de les dissocier, quoi. Voilà. Et je veux dire, on peut en arriver effectivement à un état de fatigue tel qu'on va se dire c'est plus possible. Et finalement, les méthodes, entre guillemets, d'entraînement au sommeil qu'on voit partout, du genre 6, 5, 6, 10, 15, enfin le fait de laisser pleurer, tout ça, on va finir par se dire oui, ben, je vais faire ça finalement, hein. Ouais. Et puis Et l'entourage bon, peut facilement, du coup, mettre une contrainte, enfin mettre une contrainte, euh, analyser la situation en disant tu vois bien que tu es fatigué, tu te bien sûr. lèves 6 fois par nuit, c'est pas possible, donc passe au biberon. Voilà. Oui, ou bien laisse-le pleurer. Oui, oui, aussi. Oui, oui, oui. Quand je parlais de ça, d'entraînement au sommeil, c'était plutôt ça, Oui. le fait de laisser pleurer. Ouais. Alors, ce système-là, la plupart du temps, ça marche, entre guillemets, hein. Mm. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout de quelques nuits, le bébé ne va plus pleurer. Mm. Okay, et donc, on va dire, ben voilà, c'est bien ce qu'il fallait faire. Bon, il y en a qui sont rétifs quand même, hein, pour lesquels ça ne marche pas. Mm. Et pour ceux avec qui ça marche, je voudrais quand même parler d'une étude qui est parue il y a quelques années et que je trouve très, très intéressante. C'est justement, on a étudié un groupe de mères avec leur bébé qui suivaient justement, c'était aux États-Unis, un programme donc, comme ça qu'on appelle en anglais sleep training, donc entraînement au sommeil, qui consiste en gros à ce genre de choses, c'est-à-dire la mère et le bébé venaient dans un lieu, c'était pas chez eux, hein, une sorte de laboratoire du sommeil, je ne sais pas exactement. Donc la mère dormait dans une pièce et le bébé dans une autre pièce, et la mère ne devait pas aller voir le bébé, même si elle l'entendait pleurer. Il y avait Mm. une infirmière qui passait un peu de temps en temps dans la chambre où était le bébé pour voir, je ne sais pas, s'il n'était pas mort entre-temps, j'en sais rien, mais bon. Mais en tous les cas, voilà. Et on a analysé le taux de cortisol dans la salive du bébé et de la mère, Mm. sachant que le cortisol, c'est ce qu'on appelle les phalormones du stress, donc c'est un marqueur de stress.
même si c'est nécessaire aussi, hein, le cortisol. Mais bon, si on a un taux de cortisol très élevé, ça veut dire qu'on est très stressé. Voilà. Et donc, on a analysé au début de l'expérience. Enfin, ce n'était pas une expérience, les femmes venaient là pour suivre ce programme d'entraînement au sommeil. Et au début de l'expérience, première nuit, donc le bébé pleure, la mère est à côté, entend le bébé pleurer, taux de cortisol plus dans la salive du bébé et dans la salive de la mère. Ok. Au bout de 3 jours à peu près, je pense que si je me souviens bien, le programme était censé durer 5 jours, c'est 5 nuits donc. Donc au bout de à peu près 3 jours, finalement, effectivement, les bébés ne pleuraient plus la nuit. Mhm. Bon. On a continué à prélever un peu de salive dans la bouche du bébé et dans la bouche de la mère à ce moment-là. Et on s'est aperçu que le taux de cortisol dans la salive du bébé était toujours aussi haut. Ça Ok. veut dire que le bébé, bien sûr, il ne pleurait plus, mais il était toujours aussi stressé. Voilà. Par contre, le taux de cortisol dans la salive de la mère était redescendu au plus bas parce qu'elle n'entendait plus le bébé pleurer. Donc, elle n'était pas stressée, elle. Ok. Donc, je trouve ça vraiment intéressant par rapport à tous ces programmes qui disent, de toute façon, voilà, je veux dire, pour les bébés, ça n'a pas d'impact, pas d'inconvénient. Ah, En fait, voilà, les bébés sont toujours aussi stressés, et le mais ils ne manifeste plus. manifestent plus ils ont compris que ça servait à rien finalement d'alerter, d'appeler, et tout ça. Alors ça, je trouve qu'on arrive à le faire entendre quand ce sont des nouveau-nés. Mhm. Et puis plus le bébé grandit, et plus on a cet écho qui nous revient, qui nous dit bon, bah, maintenant il est grand, là, maintenant il Mhm. doit comprendre, ah bah, maintenant il a 4 mois, il devrait faire ses nuits, ou maintenant. Ouais, je sais. Voilà, plus il grandit, et plus il doit ressembler à un adulte, en fait. Mhm. Et c'est compliqué. Mais ce taux de stress, quand enfin, il n'y a Alors bon, pas un bébé de 2 mois et un bébé de. je ne connais pas d'autres études que celles dont je viens de parler. Il y en D'accord. a peut-être d'autres que je ne connais pas. Mais je pense qu'effectivement, je veux dire, bon, c'est vrai qu'un enfant d'1 an et demi supportera peut-être mieux la chose qu'un bébé de 2 mois. Mais bon, je pense que les enfants qui se réveillent la nuit tout seuls à 1 an et demi sont aussi très, très stressés, hein, et peuvent, si personne ne vient les réconforter, être dans un état aussi de stress très Oui. important. En fait, on pense aussi beaucoup, je pense que les bébés pleurent la nuit parce qu'ils ont faim. Et du Alors, il y a coup, ça aussi, oui. quand ils grandissent, ils sont censés avoir moins faim et espacer, du coup, cet été. Mais au final, les pleurs ne sont pas que ça. C'est pas que ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette idée qui traîne que après 4 mois, les bébés n'ont plus besoin du tout de téter la nuit. C'est peut-être pas tout à fait vrai, hein. Je connais une étude. À ma connaissance, c'est pratiquement la seule qui a été faite, euh, pas dans un laboratoire, c'est-à-dire on a été étudier ce qui se passait la nuit chez les gens. La Ok. plupart du temps, on fait venir les mères et les bébés dans un laboratoire pour les observer, hein, ce qui est une situation un petit peu biaisée, quoi, hein. Donc, cette étude a été faite dans les campagnes en Thaïlande, il y a déjà un certain temps, et on s'est rendu compte qu'en fait, alors, c'est vrai que c'était aussi un peu une situation un peu particulière, c'est-à-dire que les mères avaient repris les travaux agricoles assez tôt, hein, je veux dire, et donc elles allaitaient pas, peut-être moins que nous on peut le faire pendant la journée. Ok. Mais en tous les cas, dans cette étude-là, je crois qu'il y avait, je ne suis plus tout à fait sûre, hein, parce que des fois je mélange un peu certaines études, mais il me semble me souvenir que c'était 40% de la ration alimentaire du bébé qui était prise la nuit. Je crois qu'ils avaient jusqu'à 1 an, ces bébés.
Ok. Donc, je veux dire, même au-delà des tout premiers mois, les bébés peuvent, quand ils tètent la nuit, c'est pas juste pour se rassurer, ils tètent vraiment aussi. Et ouais, oui, oui. Complètement. Et je pense par exemple aux femmes qui retravaillent et qui veulent continuer l'allaitement. Souvent, elles remarquent que même des bébés qui, jusqu'à leur reprise de travail, entre guillemets, faisaient leur nuit, on verra ce que ça veut dire faire leur nuit pour un bébé, recommencent à se réveiller et à téter la nuit D'accord. après la reprise du travail. Parce que ils compensent sans doute à la fois le moindre, la moindre alimentation, hein, parce que des fois, il y a des bébés qui, quand ils sont gardés, ne prennent pas grand-chose pendant la journée. Donc, ils peuvent compenser la nuit, à la fois en nourriture et puis en contact, en relation. Ouais. D'accord. Alors, je rebondis sur faire ses nuits, Oui, parce que ça, c'est la grande question qu'on entend quand on a un bébé. Est-ce qu'il fait ses nuits? Ça veut dire quoi? absolument. Alors, déjà, justement, on appelle faire ses nuits, pour un bébé, dormir 5 heures d'affilée. Ok. C'est pas Pas faire dormir ses 12 nuits heures. pour un adulte. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on définit le fait qu'un bébé fait ses nuits, hein. Ok. Et là aussi, je voudrais parler de quelque chose, aussi une étude alors qui, elle, est assez récente, parce que souvent on dit oui, c'est parce que tu l'allaites, s'il était au biberon, il ferait ses nuits, etc., etc. Et donc, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, toutes les études qui étaient faites étaient soit effectivement des observations en laboratoire de sommeil, où on faisait, comme j'ai dit tout à l'heure, faire venir la mère et le bébé, et ils dormaient une ou plusieurs nuits dans ce laboratoire, et on observait ce qui se passait, éventuellement en filmant avec des caméras infrarouges, etc. Soit, sauf dans l'étude thaïlandaise dont je parlais, soit ça se fondait sur des questionnaires des parents. C'est-à-dire qu'on demandait aux parents combien de temps votre bébé s'est réveillé la nuit dernière ou les 3 dernières nuits, combien de fois il s'est réveillé, combien de temps il a dormi, etc., etc. Depuis quelque temps, grâce à la technologie, on peut analyser vraiment le sommeil de tout le monde, hein. Les personnes qui ont des montres connectées le savent. Si on dort avec sa montre connectée, on peut savoir quand on se réveille le matin combien de temps on a dormi, combien de temps on a eu de sommeil profond, de sommeil léger, etc., etc. Donc maintenant, il y a certaines études qui vont utiliser ces technologies pour avoir vraiment une idée absolument objective de ce qui se passe dans le sommeil des bébés et des parents de bébés. Et donc récemment, il y a eu une étude qui a fait les deux, c'est-à-dire qu'elle a équipé les bébés et les parents, ou juste les mères, je ne sais plus, d'actigraphes, donc c'est comme des montres connectées, hein. Et elle a aussi fait des questionnaires des parents. Et le résultat de cette étude est vraiment très intéressant parce que d'une part, elle a trouvé que, je crois que c'était jusqu'à l'âge de 12 mois, je crois. Donc à 3 mois, 6 mois, 8 mois, etc. Donc à tous les âges, les bébés allaités et les bébés non allaités avaient la même durée de sommeil, le même nombre de réveils. Et à 8 mois, c'était les bébés allaités quand même, il y avait une petite différence et c'était en faveur des bébés allaités. Mais le plus intéressant que j'ai trouvé dans cette étude, c'est que quand on comparait les données objectives de l'actigraphe avec les réponses des parents, on s'apercevait que les mères qui donnaient le biberon surestimaient systématiquement, inconsciemment, hein, ce n'était pas du tout volontaire, hein, la durée de sommeil de leur bébé et sous-estimer systématiquement le nombre de réveils. D'accord. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que C'est étrange. ça veut dire que soit
effectivement, elles ne se rendent pas compte que le bébé se réveille. Si Mhm. elles sont pareilles dans une chambre à côté, et ça ne veut pas dire que le bébé ne s'est pas réveillé, ou bien, ou les deux d'ailleurs, elles sont tellement imprégnées de cette idée que le bébé doit faire ses nuits, ne doit pas se réveiller, qu'elles répondent quelque chose qu'on attend d'elles, en fait. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'un bébé au biberon, il doit faire ses nuits plus facilement qu'un bébé allaité. Ça, c'est plein Exactement, d'image c'est qu'on a. ça l'idée qu'on a, exactement, oui, oui. Et donc, Et je rapprocherai ça d'une autre étude, alors qui ne parlait pas d'allaitement, mais qui parlait de cododo, enfin de partage du sommeil. C'est une étude qui avait été faite en Angleterre il y a déjà quelques années. Pareil, on avait interrogé les parents sur où dormait leur bébé. Mhm. Et dans un deuxième temps, on avait installé des caméras infrarouges dans la chambre des parents. Oui. Je précise bien sûr que les parents étaient au courant qu'on allait installer ces caméras. Hein, on ne les a pas du tout pris en traître. Hein. Et quand on a comparé le résultat des enregistrements vidéo avec les réponses qu'avaient données les parents, on s'est rendu compte, je crois qu'il y avait au moins la moitié, voire plus de la moitié des enfants dont les parents avaient déclaré qu'ils dormaient tout seuls dans leur chambre toute la nuit, qui passaient en fait toute une partie de la nuit dans la chambre des parents. D'accord. Donc là aussi, je veux dire, le poids Mhm. de la convention sociale, du tabou par rapport au cododo était tel que les parents répondaient, là aussi tout à fait inconsciemment, hein, ce qu'on attendait d'eux, Oui. en fait. Mhm. C'est vrai que dormir avec son enfant, alors je ne sais pas comment c'est perçu ailleurs, dans d'autres pays, mais en France, euh, c'est euh, c'est lié à plein de risques psy, en fait. Ouais. Et donc, Bon, apparemment, c'était pareil en Angleterre, au moins au moment de cette étude. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je voudrais dire que il y a des conditions à respecter quand on fait du cododo. Alors, je ne parle pas du cododo avec le bébé dans son berceau à côté du lit des parents, dans la chambre des parents. Mais quand on a le bébé avec soi dans le lit, hein, là, il y a vraiment des conditions à respecter et des situations où on ne doit pas prendre le bébé avec soi dans le lit. Le problème, c'est que chez nous, et comme on va le voir, pas seulement chez nous, le tabou contre ça est tellement fort que on n'en parle pas de ces conditions de sécurité. Puisque c'est interdit, c'est interdit. quelles que soient les Sauf conditions. que, sauf qu'on sait que ça se fait finalement, hein, mais sans connaître les conditions de sécurité. Et donc, il y a quelques mois, l'association, l'organisation britannique, toujours nos amis anglais, l'équivalent de Naître et Vivre en France, hein, qui est l'organisation à propos de la mort subite. Okay, donc, l'organisation équivalente en Angleterre a décidé de changer ses recommandations. C'est-à-dire que jusque-là, ils avaient le même discours qu'en France, c'est-à-dire pas du tout de prendre le bébé avec vous dans le lit, c'est interdit. OK? Et il se trouve qu'ils ont fait un questionnaire auprès des parents qui consultaient leur site, ou je ne sais pas s'il y a une adhésion, enfin bon. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait 65% des gens qui avaient répondu au questionnaire qui prenaient occasionnellement ou moins occasionnellement leur bébé dans leur lit. Et là, ils se sont dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, du coup, ils ont changé leurs recommandations. Je pense qu'ils continuent à déconseiller, Okay. mais ils disent, si vous le faites, si vous devez le faire, sachez qu'il faut respecter ce... Et là, je pense que là, c'est vraiment une démarche intelligente. J'aimerais bien que cette même démarche soit faite en France parce que il y a eu quelques études, quelques sondages, quelques questionnaires qui ont montré qu'il y avait quand même, le dernier sondage que je connaisse sur le sujet, plus du tiers des parents qui prenaient le bébé dans leur lit en France. Ok. OK.
Est-ce que vous Donc, pourriez nous rappeler ces conditions de sécurité? oui, alors bon, il y a pas de parents tabagiques, Ok, que ce soit le père ou la mère. Et d'ailleurs, là même, j'ai des doutes par rapport même au partage de la chambre dans ce cas-là, hein. d'accord. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de médicaments qui abaissent le seuil de De vigilance? vigilance. Mhm. Voilà. Une surface dure, hein, Mhm. c'est-à-dire pas faire du cododo sur un sofa ou un matelas mou, ou tous les trucs où le bébé pourrait effectivement s'enfoncer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ne pas couvrir le bébé pour qu'il n'ait pas trop chaud, parce que bon, l'hyperthermie est un facteur de risque. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y aura d'autre. De toute Euh, façon, vous, là, il y a. vous parliez du papa. Alors là, Est-ce- c'est effectivement ce qu'on dit souvent aussi, c'est de pas. Alors, pendant les tout premiers mois, hein, d'éviter de mettre le bébé entre le père et la mère. Mm, ok. Parce qu'effectivement, et là, effectivement, vous faites bien de me demander des précisions, parce qu'en fait, tout ça s'applique à des mères qui allaitent, Oui. hein, pas des mères qui n'allaitent pas, hein. Oui. Et en fait, quand une mère allaite et qu'elle est avec son bébé dans le lit, on s'aperçoit que même spontanément, elle adopte une position de sécurité, finalement, c'est-à-dire elle est en général sur le côté, en position latérale de sécurité, en fait, ce qu'on appelle la Mhm. position latérale de sécurité, hein, et le bébé face à elle ou sur le dos, Oui. face à elle quand il tète, et puis sur le dos quand il a fini de téter et qu'il lâche le sein. Et en général, donc, le bébé est dans une espèce d'endroit entouré entre les cuisses de la mère et son bras Mhm. au-dessus de la tête. Comme un Et en nid. plus, souvent, la tête du bébé est au niveau des seins, pas Mm. au niveau de la tête de la mère, parce que c'est le tété, il ne faut pas qu'il C'est soit plus trop haut. pratique. Voilà. Et en fait, c'est vrai que le père n'a pas toujours, ça dépend, hein, il y a sûrement des pères qui sont très, très, très en lien, qui font du maternage ou du parentage plutôt, tellement aussi proches du bébé, qui vont peut-être avoir aussi la même façon de concevoir les choses inconsciemment. Mhm. Mais bon, par sécurité, ce qu'on dit effectivement, qu'il vaut mieux éviter que le bébé soit à côté du Pour une père. histoire de vigilance, en fait. Voilà. C'est Mais moins. j'ai vu tout récemment un texte qui disait que pour l'instant, il n'y avait aucune étude scientifique qui montrait que c'était un risque. Donc, je Ok. laisse les choses. Voilà. D'accord. OK. Bon, Et écoutez, voilà, puis toutes ces précautions valent je sais pas, les 3-4 premiers mois, hein. Je veux dire, un bébé de 7-8 mois, voilà, il ne va pas s'étouffer, il va pas. Le risque de mort subite pratiquement n'existe plus. Voilà. ok. Bon. Ce que j'apprécie beaucoup dans vos mots, c'est vraiment que l'allaitement est un support pour mieux vivre le sommeil de notre enfant Tout à fait. et pas une contrainte en plus, comme on essaie de nous le démontrer beaucoup. Alors, démontrer peut-être pas, mais comme on nous le dit beaucoup en tout cas. Ouais. Et que l'allaitement peut vraiment aider les femmes à passer ces étapes de sommeil, parce que c'est vrai que voilà, caler nos rythmes ne sont pas, c'est pas évident. Et, euh, et Et par l'allaitement rapport à nous ça, aide. je voudrais aussi parler de plusieurs études là, qui montrent, alors toujours par rapport et grâce aux techniques dont je parlais tout à l'heure, qui montrent en fait que les femmes qui allaitent et qui ont leur bébé proche d'elles ont beaucoup plus en proportion de la durée du sommeil. Déjà, la plupart du temps, au niveau durée totale du sommeil, elles dorment autant, voire des fois un peu plus que les femmes qui n'allaitent pas, mais surtout, elles ont des phases de sommeil profond, qui est le sommeil récupérateur, hein, beaucoup plus longues en proportion. Ok.
Donc, Et elle ça récupère explique, mieux. voilà, elle récupère beaucoup mieux. Ok. Et bon, moi, c'est fréquent hein, dans les réunions de la Leche League que j'anime, que des femmes disent effectivement, mon bébé se réveille X fois dans la nuit, mais je n'arrive même pas à comprendre comment j'arrive à supporter. Mm. Et je pense que c'est ça. C'est Mm. qu'en fait, elles ont quand même un sommeil globalement pas si mal, question récupération. Alors bon, D'ailleurs, je des parle fois, on arrive, pas. pardon, on n'arrive même plus à savoir combien de fois on s'est réveillé. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Si Parce on est que, en fait, en voilà, goutte d'eau, qu'on ne fait plus attention, qu'on ne se réveille pas complètement, que le bébé se rendort, qu'on se rendort et tout. Effectivement, souvent, on se réveille le matin, on ne sait même pas combien de fois le bébé s'est réveillé. ouais. Oui, Et là, quand c'est comme ça, eh ben, je trouve que c'est un bel allaitement et un bon sommeil pour tout le monde. exactement. Et donc, un des spécialistes du sommeil des bébés, un anthropologue américain qui s'appelle James McKenna, qui a écrit des bouquins là-dessus, plusieurs, et dont je me suis en partie inspirée, hein, rendant à César ce qu'on doit à César. Il a élaboré un concept qu'il appelle, comment c'est déjà, breast sleeping. Donc, c'est une contraction de breastfeeding, qui veut dire allaitement, Oui. et de sleeping, qui veut dire le fait de dormir. Et donc, je me suis permis de traduire ce mot, et je lui ai demandé son accord quand même, puisque c'est lui qui a inventé ce mot-là. Et donc, maintenant, on parle de dorme-allaitement. Donc, dorme avec une apostrophe, allaitement. C'est-à-dire, c'est vraiment une seule chose finalement. Ouais, d'accord. Ouais. Dorme allaitement. C'est joli ça. Ouais. Oh, ok, très bien. Bon, je pense qu'on a fait pas mal, on a fait le tour de beaucoup de choses quand même. Ouais. Voilà, essayer de décortiquer un petit peu ces rythmes, essayer de voir un petit peu quelles sont ces contraintes sociales qui ne sont que des contraintes sociales et qui ne sont pas forcément liées à notre nature. Et, Juste un truc justement oui, par rapport aux contraintes sociales. Euh, j'ai une étude dont je parle dans mon petit bouquin qui avait comparé, enfin questionné des parents français, des parents, je crois que c'était japonais et taïwanais, à vérifier, hein, et en demandant si leurs enfants avaient leurs bébés avaient des problèmes de sommeil. Et ça, de mémoire, il me semble que c'était presque 50% des parents français qui disaient que leur bébé avait des problèmes de sommeil, contre quelque chose comme 17% à Taïwan ou en Corée, je ne sais plus, à vérifier. Donc ça veut dire aussi que la façon dont, selon la société où on vit et les attentes qu'on a par rapport à ça, on va trouver qu'il y a un problème alors que ben non, c'est pas un problème, c'est normal que les bébés se réveillent. Et c'est vrai que bon, je pense que dans ces pays, il y a beaucoup plus effectivement de partage du sommeil que chez nous. notre culture, en fait, induit notre manière de voir les choses, quoi. Exactement. Nos On voit des problématiques, alors qu'il n'y a problèmes pas là où il n'y en a forcément. pas. Oui. Voilà, c'est ça. On voit des problèmes où il n'y en a pas et en crée, parce qu'effectivement, la séparation au niveau du sommeil crée des problèmes, effectivement. Ouais. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, Claude, merci beaucoup. Je pense qu'un certain nombre d'études que vous avez citées sont disponibles sur un document que vous allez me donner, Je que je pourrais mettre en vais dessous de mettre cette le vidéo. lien. Oui, Voilà. je vous donnerai le lien parce qu'en fait, sur une des pages de mon site, j'ai mis un PowerPoint qui parle de toutes les études et même pas mal d'autres dont on n'a pas parlé là tout de suite. Et aussi d'un graphique que nous a envoyé une mère, justement, avec les résultats d'une nuit analysée par sa montre connectée. Et D'accord. c'est très, très, très parlant. Ok, Oui, super. Bon, mais du coup, ok, toutes celles qui le veulent pourront aller plus loin et regarder toutes ces études en détail tout à fait. et être rassurées sur le fait que ce qu'elles vivent est normal. Voilà.
Et une fois qu'on sait que c'est normal, ça enlève du poids et ça permet aussi de lâcher prise et du coup de le vivre mieux. Ça apaise, tout à Ouais. fait. Merci beaucoup, Claude, pour toutes ces données et puis pour Merci, la vision des choses. À très bientôt. à très Merci. bientôt.